Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va terminer le cours. Donc le cours, il reste quelques planches à voir sur la partie énergie interne des plaques. Et ensuite, on va traiter un exemple qui est l'exemple du TP. C'est-à-dire qu'on va traiter l'exemple de la plaque circulaire encastrée sur son pourtour, donc une plaque circulaire pleine, hein, elle n'est pas trouée. Et donc on va traiter de bout en bout cet exemple. Je vais vous faire à la fois la recherche de la flèche, ou de la déformée même complète de la plaque avec la théorie de Midlin, et ensuite je vous ferai la même chose avec la théorie de Love-Kirchhoff, avec la théorie des plaques minces. Voilà, donc on commence tout de suite par l'énergie interne élastique pour les plaques dans le cas général. Alors pour les plaques dans le cas général, l'énergie interne, on va chercher, comme pour les poutres, à la déterminer en fonction de l'ensemble des composantes des contraintes intégrées. Donc, on avait fait ça pour les poutres, on avait déterminé les énergies internes avec les composantes du torseur des actions internes. Et donc là, on va faire pareil avec les plaques. Alors, pour faire ça, on va partir, bien sûr, on va tout de suite se mettre en position d'être élastique linéaire, on est en HPP. Donc on retrouve notre loi de comportement avec la relation de Lamé que vous avez sous les yeux ici. Euh, Ensuite, on va utiliser les relations qui existent donc dans les plaques de manière générale entre le tenseur des contraintes et le tenseur des déformations. Et on va simplement faire le produit doublement contracté du tenseur des contraintes avec le tenseur des déformations. Alors on va quand même utiliser quelque chose, vous allez voir que ça ne va pas avoir beaucoup d'utilité, mais on va quand même le faire. On va utiliser le fait que epsilon 3,3 est donné par le fait que sigma 3,3 est systématiquement considéré nul ou très petit. Et donc, on a une relation entre epsilon 3,3 et epsilon 1,1 et 2,2 qu'on va utiliser à un moment donné pour trouver ce fameux epsilon 3,3 en fonction des contraintes. Alors, on commence par en fait inverser la relation que vous avez là. Cette relation-là, on va l'inverser et ça va donner ça. L'autre relation qu'on inverse, c'est celle-ci. Donc, le but, c'est d'obtenir en fait les déformations en fonction des contraintes. Pourquoi on veut faire ça? Tout simplement parce qu'on veut calculer l'énergie complémentaire de déformation par unité de volume. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est que l'énergie complémentaire par unité de volume. Est-ce que j'explique ça ou est-ce que tout le monde voit de quoi je parle? Ce serait bien d'expliquer. Ok, dans ce cas-là, je vais passer sur l'iPad. Ok, est-ce que là j'ai l'impression que tout le monde voit l'iPad? Ok, donc lorsque vous avez, donc sur un diagramme où vous avez en ordonnée les contraintes, alors là je vais représenter simplement un champ de contraintes en dimension 1, comme ça j'ai juste une composante, et ici vous avez en fait les déformations. Donc si vous sollicitez votre matériau d'un état initial qui est ici, état 0, c'est-à-dire état de contrainte nulle et déformation nulle, si on est en élasticité linéaire, eh bien, on va avoir une relation linéaire entre les contraintes et les déformations. Si on voit le fait que l'énergie interne par unité de volume classique, que je vous ai déjà définie, donc je la note comme ça en fait dans le cours pour dire, pour ne pas oublier qu'elle est par unité de volume, hein, cette énergie interne élastique emmagasinée, c'est 1 demi de sigma double contracté à epsilon. Donc ça, en 1D, ça revient à écrire que c'est égal à 1 demi de sigma epsilon. Donc cette R, eh bien, vous l'avez là, elle est ici. Voilà. Donc tout ça, cette R-là, ça c'est ce qu'on appelle l'énergie interne par unité de volume. Qu'est-ce qu'on appelle, alors si vous vouliez vraiment la calculer complètement, parce que là je vous ai juste donné la façon de le faire, il faudrait que vous exprimiez en fait cette énergie interne, il faudrait exprimer en fait sigma, mais en fonction de epsilon fois epsilon.
Comme ça, vous pourriez effectivement calculer uniquement en fonction des déformations cette énergie. Alors, ce qu'on appelle maintenant l'énergie complémentaire, c'est celle qui est là. C'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai appelée dans le cours E interne étoile, pour dire que c'est la complémentaire par unité de volume. Donc là, la différence entre les deux, elle est relativement simple. L'énergie interne complémentaire par unité de volume, eh bien, c'est toujours un demi de sigma epsilon, donc en intrinsèque, ça ne change strictement rien. La seule différence, c'est que c'est quand vous allez calculer en fonction de vos variables, vous allez trouver que c'est sigma fois epsilon qui est dépendant de sigma. Là, pareil en 1D. Et donc là, vous allez avoir l'énergie complémentaire. Alors, en élasticité linéaire, cette énergie complémentaire, vous faites la soustraction de l'aire du rectangle que vous avez trouvé et vous par rapport à E int, et c'est fini, vous avez l'énergie complémentaire. Alors, c'est beaucoup plus compliqué lorsque vous n'êtes pas en élasticité linéaire, mais c'est exactement la même chose. Ça reviendrait à inverser en fait les ordonnées et les abscisses. Donc, soit quand vous êtes en énergie complémentaire, vous avez en fait une fonction epsilon qui est fonction de sigma. Voilà, ça c'est pour l'énergie complémentaire. Et quand vous êtes en énergie, ce qu'on appelle juste l'énergie normale, hein, et bien là vous avez en fait sigma qui est égal à une fonction de epsilon. Il ne faudrait pas que je mette normalement les deux mêmes f, hein, parce que ce n'est pas du tout les mêmes fonctions. Donc on va l'appeler autrement, on va l'appeler f2, voilà. C'est une autre fonction et ça c'était f1. Est-ce que ça fixe les idées pour les gens qui ne voyaient pas de quoi je parlais quand je parlais d'énergie complémentaire? Est-ce que ça vous va? Oui, ça va. Ouais? Ok. Les autres, n'hésitez pas à mettre des petites coches vertes hein, pour me spécifier que ça vous va bien, que vous avez bien compris. Ok. Alors, je repasse sur le diapo. Alors en réalité, sans vous le dire, j'avais fait la même chose pour les poutres. Sauf que je n'avais pas précisément défini l'énergie complémentaire et je vous avais simplement dit à un moment donné, on va calculer cette énergie en fonction des contraintes. Voilà. Et c'est simplement comme ça que je vous l'ai défini. Donc ici, vous voyez que cette énergie complémentaire, je l'appelle E étoile, elle est par unité de volume. Et dans le cas de mes plaques, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est que là, je suis en train de faire le calcul effectivement dans tout le volume de la plaque. Mais ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tellement l'énergie complémentaire par unité de volume, en fait, ça va être par unité de surface, puisque les plaques, comme vous le savez, donc, sont calculées sur le feuillet moyen. On avait fait d'ailleurs pareil pour les poutres, hein, on avait fait des calculs d'énergie, l'énergie qui était sous l'intégrale, en fait, c'était une énergie linéique, c'est-à-dire par unité de longueur. Bien là, on va faire pareil, on va à la fin, in fine, trouver une énergie interne par unité de surface. Alors, on commence, on fait du 3D, hein, on a simplement défini ici donc, notre tenseur de déformation, et il y a toutes ces composantes qui sont là, il en manque une, hein. Il manque en fait epsilon 3,3. Alors, epsilon 3,3, je vous l'ai donné ici. Alors, si vous développez ça, vous allez trouver ça, hein. Voilà. Et epsilon 3,3, bah, vous le calculez effectivement avec la relation qu'on a vue juste avant, donc la relation avec epsilon 1,1 plus epsilon 2,2. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre énergie complémentaire qui est entièrement exprimée ici en fonction de sigma. Alors, cette chose-là, en fait, que j'ai mise ici, ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, vous avez un produit doublement contracté ici. Donc, vous allez faire 0 fois ça, et ça n'interviendra pas dans le calcul de l'énergie. Effectivement, c'est parce qu'on fait une hypothèse dans les plaques que sigma 3,3 est égal à 0. Donc vous développez ce petit calcul-là, vous simplifiez et vous obtenez en fait que l'énergie interne complémentaire par unité de volume, donc qui s'exprime uniquement en fonction de sigma, des composantes de sigma, c'est 1 sur 2e, facteur de sigma 1,1 carré plus sigma 2,2 carré, moins 2 nu, coefficient de Poisson sigma 1,1, sigma 2,2, plus 2, facteur de 1 plus nu, facteur de sigma 2 carré, sigma 1,3 carré et sigma 2,3 carré. Bon, voilà, rien de très très compliqué, c'est juste à simplifier. Alors après, ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement de l'avoir en fonction des composantes du tenseur des contraintes, mais comme je vous l'ai dit, en fonction plutôt des contraintes intégrées. Ok. Donc, sur la diapo suivante,
Ben, je vous rappelle simplement que le tenseur qu'on vient d'utiliser, là, avec ses composantes sigma 1, sigma 2, etc., il peut s'exprimer, effectivement, on l'a vu, avec les contraintes intégrées, donc N11, N12, Q31, Q32, etc. Le seul truc que je vais faire ici, pour ce calcul d'énergie, je vais faire une version simplifiée, c'est-à-dire que je vais prendre, vous vous souvenez, au début, je vous avais donné une expression très correcte de la contrainte de cisaillement sigma 1,3. Je vous avais dit, on se base sur ce qu'on a fait avec les poutres, et en fait, on va prendre une forme quadratique pour cette contrainte de cisaillement, pour qu'elle soit compatible avec les équations aux limites. Et là, ce que je vais faire pour simplifier un peu les calculs, je vais prendre simplement sigma 1,3 qui est égal à Q31 sur H. Donc, c'est l'équivalent de T2, par exemple, de sigma 1,2 qui est égal à T2 sur A pour les poutres. Donc, sous ça, on va le remplacer par quelque chose qui n'est pas très juste, hein, c'est une constante, alors que ça, ce n'est pas une constante. Mais c'est pour simplifier les intégrales qu'on va faire ensuite. Donc ici, pour rappel, si je fais ça, eh bien, par rapport à l'expression que vous aviez déjà vue la dernière fois, la seule différence, c'est qu'ici, j'ai Q31 sur H au lieu de tout ce terme-là. Et donc, vous avez ici sigma 1, sigma 2, sigma 1,3, sigma 2,2, sigma 2,3, et bien sûr, toujours sigma 3,3, qui est nul. Donc, vous développez le calcul grâce aux relations qu'on a vues juste avant. C'est un petit peu long hein, quand même, donc je vous ai mis quelques étapes intermédiaires qui n'ont aucun intérêt, mais simplement pour vous montrer que j'ai développé tout le calcul. Et il va y avoir un passage un peu délicat, c'est que pour l'instant, là, je suis bien en énergie interne complémentaire par unité de volume, et ce terme-là, que j'ai ici, donc en finale, il va falloir que je l'intègre sur l'épaisseur pour pouvoir obtenir une énergie interne par unité de surface, cette fois-ci. Donc c'est ce que je fais en fait ici. Et la relation entre les deux énergies, c'est celle-ci, hein, c'est mon énergie complémentaire interne par unité de surface. Eh bien, c'est l'intégrale de moins h sur 2 plus a plus h sur 2, donc mon épaisseur, de mon énergie interne que j'ai trouvée juste avant par unité de volume, complémentaire, juste avant que j'ai trouvé sur les relations, fois dx3 pour faire mon intégrale dans l'épaisseur. Ce qui vous donne après intégration, quelque chose qui est relativement, qui ressemble un petit peu à ce que vous aviez vu sur les poutres, en un peu plus complexe. Vous avez ici à la fois donc tous les termes qui correspondent à la flexion, et ici vous avez des termes qui correspondent en fait aux efforts de membrane, voilà, qui sont ici. Il y en a un petit bout là aussi, et ça, ce sont les efforts de cisaillement. Donc voilà, vous avez l'énergie interne complémentaire totale en fonction, effectivement, des composantes, des contraintes intégrées. Alors, si j'avais gardé le Q31 avec toute sa forme, vu que j'intègre par rapport à dx3 et qu'il est fonction de dx3, forcément, ça ferait beaucoup compliquer, effectivement, les choses. Donc j'aurais une expression encore plus compliquée de mon énergie interne complémentaire. Mais c'est tout à fait faisable. Hein. Ok, donc ça, c'est ce qu'on obtient donc après intégration. Alors, on l'exploite rarement comme ça, cette énergie interne complémentaire. On va déjà la simplifier, le h cube sur 12, on va l'appeler i, ça vous rappelle un petit peu les moments quadratiques. Et ensuite, derrière, on va donc simplifier en mettant celui... voilà. Si vous avez les efforts de membrane, donc totaux, etc., vous avez ce que vous aviez juste au-dessus. Je me suis contenté de remplacer le h cube sur 12 par là. Donc ça, c'est la même chose. Après, très souvent, lorsqu'on va faire des calculs, on va soit dire qu'il n'y a pas d'effort de membrane, soit les négliger. Alors, on ne peut pas toujours le faire, mais donc là, ça veut dire que vous êtes surtout avec de la flexion et du cisaillement transverse. À ce moment-là, vous enlevez tous ces termes-là, vous les annulez, et vous obtenez cette expression-là. Celle qui est le plus utilisée, et dans la théorie de Love-Kirchhoff, bien sûr, c'est la dernière expression, où là, on a éliminé le cisaillement transverse, puisque c'est ce que fait la théorie de Love-Kirchhoff, hein, comme Bernoulli pour les poutres. Donc les termes en Q31, Q32 ne sont plus là. Et du coup, on a simplement gardé la partie flexion. Donc toute la partie flexion donc de la membrane pour pouvoir obtenir l'énergie interne par unité de surface. Voilà, donc c'était vraiment un très petit complément. Malheureusement, alors à quoi ça peut servir d'avoir cette énergie interne? Malheureusement, pour faire des calculs, alors pour faire des calculs éléments finis, c'est très intéressant puisqu'on va pouvoir l'utiliser. Par contre, pour faire des calculs à la main, c'est pas très intéressant puisque on pourrait se dire, c'est super, j'ai une énergie interne, donc par exemple,
Si je veux connaître le déplacement en un point de ma membrane, j'ai juste à mettre un effort fictif, comme on a fait pour les poutres, hein, par exemple. En ce point-là, je dérive mon énergie interne par rapport à mon effort fictif et j'obtiens mon déplacement. Sauf que je vous ai dit au tout début du cours, qu'on ne pourrait pas prendre en compte de charges ponctuelles dans la théorie que je vous ai présentée. Donc il faut lui tordre un petit peu le cou pour pouvoir le faire. Donc voilà, ça fait l'objet des petites subtilités, des calculs analytiques sur les plaques qu'on ne va pas voir dans ce cours-là. Donc voilà pourquoi l'intérêt est quand même relativement limité, si ce n'est qu'effectivement vous allez la retrouver dans la partie de votre cours en éléments finis. Là, on est en train de faire le dernier cours analytique, sur la partie analytique des plaques et des poutres, et vous allez attaquer la partie, cette fois-ci éléments finis, donc avec Monsieur Blal, à partir à la fin des vacances, donc à la rentrée, c'est lui qui reprend le cours sur la partie éléments finis. Alors, les TD vont aussi basculer sur le code éléments finis Abacus, donc vous allez être sur machine, alors ça va changer pas mal de choses, puisque par exemple pour les gens qui étaient en distanciel, vous allez être en présentiel de nouveau, et donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des salles adaptées pour que vous ne soyez pas trop les uns sur les autres. Donc au niveau d'Abacus, je voudrais quand même faire juste deux petites diapos intéressantes. Alors ça peut paraître un peu bizarre hein, comme diapo. Je voudrais vous donner, en fait, il se trouve que Abacus propose, donc, quand il fait des calculs, de faire des sorties, par exemple, sur le tenseur des déformations, le tenseur des contraintes, etc. Mais dans le cas particulier où vous êtes en train de faire des calculs sur des plaques, c'est-à-dire ce sont des éléments de type soit S3, donc ils sont à 3 nœuds, soit S4, donc ça ce sont des quadrilatères à 4 nœuds. Alors après, ils sont soit intégration réduite, un point d'intégration, soit, par exemple, le S4, il peut avoir 4 points d'intégration. Et donc, Abacus va vous permettre, sur ce type d'élément particulier, de sortir des valeurs qui s'appellent SE et SK. Donc, SE et SK, je vous ai mis ici ce que ça veut dire au niveau de la doc Abacus. Donc, il vous explique tout, hein, ce que c'est. Bon, par contre, c'est pas si évident que ça de remettre les wagons au bout du train là, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai écrites les équations qu'on a vues ensemble, par exemple pour les déformations. Donc là, vous reconnaissez le pseudo-vecteur de membrane, ici le pseudo-vecteur de courbure, et là le pseudo-vecteur de cisaillement. Donc en fait, ce sont ces composantes de pseudo-vecteurs que Abacus va vous donner. Et donc typiquement ici, SE1, SE2, SE3, eh bien SE1 c'est 2DUM1 sur DX1, epsilon SE2, pardon, c'est D2UM2 sur D2X2, et SE3, c'est D2UM1 sur DX2 plus D2UM2 sur DX1. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce qu'il va vous permettre d'accéder en fait à toutes les composantes des pseudo-vecteurs. Alors, quel est l'intérêt pour vous? Eh bien, c'est que du coup, vous pourrez, par exemple, calculer la déformation pour la peau supérieure, pour la peau inférieure, et directement vous pourrez les avoir car vous allez avoir toutes les valeurs donc des composantes des pseudo-vecteurs ici de membrane et ici de courbure. Donc SK1 par exemple c'est dθ M2 sur dx1. Et pareil en fait pour la partie cisaillement transverse. Epsilon 1,3 ça va être un demi de SE4 et epsilon 2,3 un demi de SE5. Alors Abacus vous fait aussi le calcul de epsilon 3,3 avec la relation qu'on a vue dans le cours en prenant sigma 3,3 égale à 0 et en utilisant la loi de comportement. Et ça, celle-là, il va l'appeler SE6 en fait. Voilà, donc ça c'est la signification donc, de ces différents paramètres qui vont être donnés par Abacus. Alors il ne fait ça, à ma connaissance, que pour les plaques hein, en fait. C'est-à-dire que même pour les poutres, je ne suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent et qu'il donne quelque chose d'équivalent. Ça, alors c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus simple, puisque ça, ce ne sont pas des éléments tridimensionnels, ce sont des éléments axisymétriques. Donc les calculs qu'on va faire tout à l'heure avec l'exemple qu'on va traiter de la plaque appuyée, encastrée pardon, et chargée par une pression, eh bien c'est un calcul qu'on va faire en coordonnées cylindriques. Et si vous faites ça sur Abacus, vous pouvez donc utiliser du coup des éléments dits axisymétriques qui s'appellent des éléments type SAX, SAX comme axisymétrique. Donc là pareil, alors c'est un petit peu piégeux parce que les variables s'appellent de la même façon, hein, SE1, SE2, SE3, SE4, mais
Le problème, c'est que comme il y a beaucoup moins de composantes non nulles, du coup, ce n'est pas du tout la même chose que ce que vous avez vu juste avant. Voilà, donc c'est simplement, il faut se méfier, mais sinon, c'est la même signification. Là, encore une fois, vous allez avoir les composantes donc, du pseudo-vecteur de membrane, et ici, les composantes du pseudo-vecteur de courbure, et ici, la seule composante non nulle du pseudo-vecteur de cisaillement. Et epsilon 33 va s'appeler du coup SE4, puisqu'il y a beaucoup moins de composantes que dans le cas général, donc sur des plaques classiques. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir faire des calculs en axis symétrique sur des plaques. Vous aurez aussi ce type de calcul à faire en TD. J'ai donc terminé le cours, et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, et sinon je me mets en place pour pouvoir faire l'énoncé, enfin la résolution du petit problème que je vous ai formulé. Donc je vous écoute si vous avez des questions. Ok, donc pas de questions, ça marche. Eh bien, on va attaquer la résolution du problème. Alors, en TD, vous allez faire presque le même, sauf que vous allez être avec une plaque appuyée. Alors, est-ce que vous voyez mon écran d'iPad là? Non. Alors, attendez, j'ai oublié un truc. Et là? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Allez, donc on attaque. Alors, l'énoncé. Alors, on cherche le déplacement, en fait la déplacée, ou ce qu'on appelle en français plutôt on appelle ça la déformée. Hein. La déformée d'une plaque circulaire. Encastrée sur son pourtour externe et chargée avec une pression Q3. Donc qui va être suivant l'axe 3. Si je fais un petit schéma, donc c'est un problème axisymétrique. Donc j'ai un axe de symétrie puisque ma plaque est circulaire. Bon, je vais dessiner les deux morceaux, mais normalement je devrais en dessiner qu'un, hein, c'est pas la peine de dessiner les deux. Donc cette plaque ici, je vais repérer mon point M par le rayon R, qui est là. Le chargement étant axisymétrique, ma géométrie étant axisymétrique, du coup, bien, effectivement, je vais pas avoir de variation en fonction de θ. Donc je vais avoir qu'une seule variable dans toutes mes équations qui va être R en fait. Hein. La variable géométrique qui va repérer mon point M, c'est uniquement le rayon R. Donc son rayon externe, il est noté grand R, ici. Et au niveau du chargement, je vais avoir un chargement. Alors il faudrait que je mette un système d'axe quand même. Donc on va se prendre un système d'axe en mettant déjà E3 comme ça. Si je regarde, en fait, j'ai ER qui va être comme ça. Et donc du coup, Eθ, je ne le vois pas, il est comme ça. Ça c'est Eθ. Et donc là, j'ai ce repère là qui est en tout point M. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut quand même que je montre donc, quel est le chargement. Donc le chargement ici, ça va être une charge répartie que je prends positive. Voilà, donc c'est une pression. Et donc qui s'appelle Q3 et qui est portée par E3. Donc ça c'est mon chargement. Et au niveau des conditions limites, eh bien je vais avoir un encastrement de ce côté et un encastrement de ce côté. Donc maintenant, eh bien, je vais attaquer la résolution du problème. Et cet exercice-là a des questions. La première question, je la lis. On vous demande de donner le champ de déplacement en tout point de la plaque.
Alors, on va mettre un tout petit peu d'interactivité dans ces cours qui sont très peu interactifs d'habitude, hein. Je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez feuilleter votre cours et que vous puissiez me donner la réponse. Allez, c'est à vous. Après, si vous voulez prendre la parole, vous prenez la parole. Et si personne ne prend la parole, bah, comme d'habitude, j'interrogerai quelqu'un. N'hésitez pas à poser des questions avant, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez juste remonter un tout petit peu pour avoir ce que vous avez écrit juste au-dessus, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Voilà. Donc là, typiquement, ça c'était un exercice de DS et là, bah, la première question, c'était une question de cours, hein. Bien sûr, dès que quelqu'un a la réponse, vous prenez la parole, ça permet d'éviter d'attendre trop longtemps. Monsieur, vous pouvez juste répéter à quoi il correspond le petit R? Oui, le petit r, en fait, c'est la seule variable qui repère le point M, qui est le point donc sur le plan moyen de la plaque. Ok, d'accord, merci. Pour améliorer un peu, je peux même faire le dessin de dessus si tu veux. Voilà. Hop. Du coup, là, je pourrais représenter un peu mieux ER et Eθ. Bon, n'hésitez pas, si je vous ai déjà interrogé, vous me le dites et puis je change de personne. Valentin, il y en a deux. Donc le premier qui répond. Allez, c'est parti. C'est à vous, les Valentins, là. On vous écoute. Personnellement, je sais pas du tout. Je suis en train de lire le cours, mais j'arrive pas à trouver comment on répond. Bon, bah, c'est intéressant quand même, ça veut dire que t'as pas lu le cours. C'est ça? T'as pas encore révisé en fait. Au fait, vous avez bientôt un examen, hein. Vous savez qu'il y a un examen intermédiaire. Je crois qu'il est juste après les vacances, il me semble. Bon, ok. Et l'autre Valentin, alors, il dit quoi? Je regarde le cours et je vois qu'il y a une formule qui dit que Vas-y, on y va. UM plus PM vectoriel θ de M. Oui, 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 tout à fait. Sauf que après, on l'a développé, tu sais, cette relation. C'est juste après, en fait. Donc, en fait, ça, ce que tu es en train de me donner, c'est UP. C'est-à-dire, UP, c'est quoi, hein? C'est le déplacement. Alors, si je fais le feuillet moyen ici de ma plaque, hein, là, j'ai mon point M qui est là. Et P, bah, c'est un point qui est dans l'épaisseur au droit du point M. Donc, UP, du coup, c'est égal à... Du C'est coup, exactement ce que tu m'as dit, hein, mais sauf qu'il faut le développer. donc je prends la dernière ligne de calcul, ça fait sur la première composante ER, ça fait UM entre parenthèses de R plus Et X3 UR de R, ouais. θ de M de alpha entre parenthèses de R. D'accord. Ensuite, il y a 0. Ouais, parce qu'on n'a rien suivant θ. Et ensuite, c'est UM3 de R. C'est exact. Voilà, c'est parfait. Donc là, on est dans ER, E alpha. Alpha, c'est le... J'ai pas écrit ça comme il faut, hein. Ça, c'est θ M alpha. Et du coup, je m'aperçois que j'ai pas mis... Je te remercie beaucoup, hein, Valentin. J'ai pas mis la bonne variable. C'est que ici, si je veux être cohérent avec le cours, ça c'est alpha. C'est E alpha là. Parce que la variable θ, en fait, je l'utilise pour signifier la rotation du plan moyen. C'est pour ça que je l'ai appelé E alpha. Donc là, je ne suis pas dans E θ, je suis dans ER, E alpha, E3. C'est pour ça que ici j'ai un alpha qui est là. Ok, c'est parfait. Bon, moi, la question 1 était quand même très très facile. La question 2.
Donner, alors c'est aussi une question de cours, hein. Donner l'expression des moments et efforts intégrés. Donc, aucune démonstration, hein, il faut juste donner l'expression de ces efforts et de ces moments intégrés. C'est à vous. On va faire dans l'autre sens pour que vous puissiez quand même savoir que c'est à vous, c'est vous qui allez passer. Armel, hein. Tu es avec nous, Armel? Oui, oui, je suis là. Allez, on te laisse chercher ça et tu nous le dis dès que tu l'as? Ok. Allez, à tout de suite. Et nous avons un Jérémy qui va préparer la question 3. Jérémy, tu auras juste à rappeler les équations d'équilibre pour ce type de plaque. Ok. Merci Jérémy. Donc Armel, hein, pour t'aider un peu, on est dans les plaques circulaires. On n'est Oui, pas dans les plaques minces, hein, donc oui, du coup. tu vas donner en fait ces expressions en fonction des UMR, des θ m alpha, etc. Tu vas les donner en fonction des composantes du champ de déplacement. Tu les as? Oui, mais je pense, bah là j'ai les expressions, mais selon, bah, il faut aussi les contraintes. Enfin, on n'a pas encore les contraintes intégrées. Enfin là, j'ai les expressions selon sigma 1, Ah oui, sigma. oui, tout à fait. Non, mais attention, si tu es en sigma 1, c'est que tu es dans les plaques en coordonnées Oui, cartésiennes. Alors que là, on est en coordonnées cylindriques. ouais, Donc par exemple, j'attends que tu me donnes NRR, N alpha alpha, etc. oui. Du coup, ça donne. Du coup, ça donne, par exemple, pour NRR. Oui? C'est égal à. Donc c'est une intégrale. Du coup, là, l'épaisseur, on n'a pas dit quelle épaisseur on avait. Alors oui, tu as raison, l'épaisseur, on va l'appeler H, comme d'habitude. Et là, on va l'appeler H, l'épaisseur. Donc là, en fait, c'est pas cette intégrale que je te demande, hein. C'est une fois qu'on a eu tout calculé, etc. Après, on a donné Oui, avec ces moments et ces efforts en fonction des variables de déplacement et de rotation. oui, en fonction avec le module Young et. C'est ça, Ouais, ok. c'est ça. Donc, du coup, donc, c'est égal à donc, le module Young Oui, fois h divisé par 1 moins nu au carré. Et ça, c'est multiplié, donc c'est le coefficient devant la matrice. Enfin, du coup, là, on a NR, ok, 1, donc une fois la dérivée du déplacement UMR, selon la dérivée selon R, ouais. fois plus nu fois le déplacement U selon UMR divisé par R. Encore? Non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas une dérivée, pardon. C'est juste Ah, d'accord. U divisé par R. Le déplacement U. D'accord. Donc, UMR, comme ça. Voilà, ça. Alors, c'est même UMR de R, UMR de R Voilà. divisé par R. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. C'est parfait. N alpha alpha? Donc c'est la même chose, sauf qu'en fait on inverse. Enfin, le coefficient nu, cette fois-ci, il est devant la dérivée de D'accord. U. Je dis comme ça, en fait, hein. Ce Voilà. que j'écris là, c'est bon? Ouais, ouais, c'est correct. Ok, ça marche. Ok, donc ça, c'est pour la partie effort de membrane. Voilà. Et puis donc pour ce qui est des moments, bah, c'est sur le même principe, sauf que du coup le coefficient devant il change et ça va Vas-y. être donc module du Young fois h cube divisé par 12 fois 1, enfin du coup toujours ouais, voilà comme ça. Ah, Ouais, parfait. Et donc ça c'est on va l'appeler DB, ce truc-là, après. ouais.
C'est la raideur de flexion. B, c'est comme bending en anglais en fait, hein. Oui, et ensuite? Et ensuite, donc ça, c'est la dérivée de θ m alpha selon R plus nu fois θ m alpha divisé par R. Ça marche, ouais, c'est parfait. Et du coup, pour ce qui est des moments selon alpha, Alors, c'est M alpha alpha, voilà, c'est la même chose, sauf que c'est la même chose, donc je peux écrire DB alors, du coup, oui, voilà. Et puis j'inverse, c'est ça? voilà, on inverse avec Ok. le coefficient du. C'était exactement ça. Il nous en manque plus qu'un, hein. Oui, donc Q, voilà, Q3R, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc c'est un peu différent cette fois-ci. C'est du coup 5 sixièmes. Alors attends, je t'écoute, ouais. 5 sixièmes fois EH divisé par 2 fois 1 plus nu. En fait, c'est sous la au division. dénominateur, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, voilà. Ce truc-là, là, on va l'appeler DQ pour éviter d'avoir à le répéter à chaque Ouais. fois, là. Et du coup, c'est multiplié. Donc ça, c'est le coefficient devant, voilà, parenthèse, de la dérivée de UM3. Donc c'est la dérivée selon R toujours. Et comme ça, voilà. Θ m alpha, voilà. Ok, ben voilà, tu nous as tout donné, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup, c'était ça le rappel de cours en question. Donc du coup, on peut passer aux équations d'équilibre une fois qu'on a rappelé ça. Allez, on t'écoute. Alors, Oui, donc du coup, on a du coup QR plus. attends, juste je note ça, équation d'équilibre, puisque ça c'était ce qu'on demandait maintenant. Hop, c'est moi qui suis pas assez rapide là. Alors excusez-moi, mais pour ceux qui prennent des notes, ça en fait c'est des questions de cours, donc pour l'instant je passe assez vite. Mais après j'irai plus doucement quand ça sera plus des questions de cours, hein, vous inquiétez pas. Ça vous pouvez le retrouver dans votre cours, hein, ce qu'on vient d'écrire. Et les équations d'équilibre c'est pareil. Allez, je t'écoute. Donc du coup, on a des ronds NRR sur des ronds R égale 0. C'est tout? Des ronds Bah là, du coup, R. comme on n'a pas de chargement suivant QR, je rappelle l'expression globale ou tout de suite simplifié. Bah, c'est-à-dire que là je comprends pas ce que tu me dis, mais oui, donne-moi l'expression globale plutôt, ouais. Bah, du coup, on aurait QR plus des ronds NR Alors sur attends. des ronds R. Donc QR, Q3R tu veux dire? Non, non, pour ici, c'est le chargement surfacique. Ouais. Je sais pas Ah, si je tu veux suis à la dire bonne Q3, diapo ok, ou j'ai pas. compris. Excuse-moi, j'avais pas compris. Donc tu m'as dit Q3R, comme ça. Oui, alors du coup, si on fait comme ça, oui, d'accord, ok. Ouais, ensuite. Plus du coup, non, des ronds. Non, Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais ça va pas beaucoup changer la vie, hein. Dans le problème, là, on va considérer qu'on n'a pas d'effort de membrane, hein. Donc on va considérer que ça c'est nul et ça c'est nul. Donc ça te permet de ne pas être obligé de nous donner les équations d'équilibre qui sont dues aux efforts de membrane. Donc ça c'est l'hypothèse du problème, hein. C'est particulier là. Ça aussi, hein. On va négliger les efforts de membrane. Parce que sinon ça devient un petit peu plus compliqué quand même. Donc ça tombe bien parce que les équations d'équilibre, tu n'as pas commencé par les équations d'équilibre des efforts de membrane. En fait, ces choses-là, ça nous donnerait, si on voulait les utiliser, ça va nous donner que UMR de R, si on met ces efforts à 0, UMR de R en fait est égal à 0. Donc il faudra qu'on en tienne compte quand on va chercher le champ de déplacement. On n'aura pas besoin de chercher UMR de R parce qu'on sait qu'il sera nul. Voilà. Allez, je t'écoute. Donc on a été à Q3R de R plus. du coup, c'est. Non, parce que du coup, je suis un peu perdu là. Le petit Q3R, c'est quoi du coup? Le petit Q3, c'est ce que tu m'as dit, c'est le chargement. C'est le chargement externe. Ouais, mais du coup, comme après on a dit que le reste était nul,
Bah oui, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, l'équation d'équilibre en moment, bah, elle est toujours là. L'équation d'équilibre en cisaillement, elle est toujours là. Ah Il oui, n'y a que d'accord, ok. les Donc, du efforts de coup, oui, membrane d'accord, ok. qui Oui, sont oui. à mettre. Donc, du coup, il y aurait D rond Q3R Comme ça, sur DR, ouais. sur D rond R, voilà. Du coup, Il n'y a pas de fois R là? Quelqu'un pourrait confirmer? non. Il c'est faut fois R. multiplier par Si, R, si, c'est dérivé dérivé de de R. RQ3R. Merci. Mais le tout est dérivé. Rebecca. Le R aussi est dérivé, je crois. Non? Oui, même le R est dérivé. C'est Déron R que 3R. Ouais. Des ronds R de Q3R? C'est ce que Oui. tu dis? Ouais, alors ça, après, il faudrait le calculer complètement. Effectivement, si on le calcule, si on dérive complètement, ça fait R fois la dérivée de Q3R. Oui, c'est ça. Ah ouais, ok, j'ai compris. Et donc, du coup, si je dérive ce que vous me dites, ça va me faire ça après. Oui, c'est un dédération. Ah, voilà, ok, c'est bon, on est bon. Ça, je vais l'appeler l'équation 2. Tu me donnes l'équation 1 maintenant? Bah, celle qui reste, c'est leur moment. Mais alors, moi, j'ai pas du tout compris ce que vous avez écrit là, en fait. J'ai Je écrit vois pas ta l'équation. diapo ou un truc comme ça, parce que je comprends pas en fait ce qu'on est en train l'équation là, l'équilibre. Alors, bah, attends, on va reprendre le cours. Attends, bouge pas. Donc, le cours, ça devait être le cours dans la partie 3. Donc là, on était avec la partie 3, c'était la partie, je crois, où on était en quoi? Non, ça, c'est même pas la partie 3, ça devait être la partie 2. C'était la partie 2 sur les plaques circulaires, en fait. Au 15. Diapo 15, merci beaucoup. Alors, on y va à la diapo 15. Top, top, top. Ok. Alors, attendez, j'ai diapo 15. J'ai pas encore réussi d'ouvrir, hein, bougez pas, je vais y arriver. Si on a exactement les mêmes diapos. Oui, on a exactement les mêmes, il n'y a pas de problème, je pense. Alors, oui, c'est celle-là, tout à fait. C'est tout à fait celle-là. Ok, bah, donc effectivement, diapo 5, en fait, c'est les équations qui sont entourées comme étant très importantes, qui s'appellent 2-5. Ah oui, d'accord, non, d'accord, ok. Non, mais j'étais pas du coup à la bonne. D'accord, ok. Ok, ça marche. Donc, bah, là, du coup, maintenant je la vois, hein, donc je vais l'écrire direct, hein. Donc, j'ai D de MR sur DR. En fait, je pourrais éviter de mettre des dérivés partielles, puisqu'il n'y a qu'une variable à chaque fois. Donc, ça pourrait être des dérivés droites, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai MRR ici, moins M alpha alpha, divisé par R, et moins Q3R égale 0. Tu confirmes? Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon équation 1 et l'équation 2, parce que je les ai mis dans l'autre sens dans ma correction, donc c'est pour pas me planter après quand je vais vous faire les rappels dessus. Ok, c'est parfait. Donc voilà, ce que ça montre, c'est qu'il faut quand même que vous maîtrisiez un tout petit peu votre cours, et pour le maîtriser, je vous conseille quand même vivement de faire un formulaire pour pouvoir, par exemple, avoir tout simplement ces équations-là directement accessibles et pour ne pas avoir à les chercher dans votre cours. Vous aurez bien sûr droit à tous les documents lorsque vous êtes en examen, mais l'examen étant relativement long, si vous n'avez pas un formulaire, ça risque d'être un peu plus difficile. Ok, donc ça c'était les équations d'équilibre pour la plaque. Eh bien, la question 4, on vous demande simplement de déterminer Q3R. Alors pourquoi on vous demande de déterminer Q3R? Parce que l'équation 2, c'est une équation différentielle en Q3R. Donc, si vous savez résoudre ce type d'équation différentielle, vous savez trouver Q3R. Alors, donc, déterminer Q3R avec l'équation différentielle 2. Alors, comment vous faites pour résoudre ce type d'équation? Je ne vous demande pas de le faire en fait, hein, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ça? Vous le faites à la main? Vous faites comment? Donnez-moi un peu vos expériences. Vous utilisez des outils? Alors, La première, elle se fait à la main, non? Ouais, la première, elle peut se faire à la main, ouais, effectivement. Donc ça peut être assez simple. Après, quand ça devient un peu plus compliqué, étant donné que vous allez avoir accès à tout, hein, même à des ordinateurs,
Par contre, vous n'aurez pas forcément accès à vos voisins parce qu'ils risquent de ne pas avoir le même sujet et les mêmes questions. Mais par contre, du coup, vous pouvez utiliser des outils de calcul formel. Alors, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et vous pouvez utiliser, moi j'utilise Wolfram Alpha. Il est en ligne, il est gratuit et il sait parfaitement vous résoudre ce type d'équation. Donc effectivement, si vous résolvez, ici, dans ce cas-là, ça se fait assez vite. Hein. Vous allez trouver que Q3R, ça vaut moins Q3R carré moins une constante de C sur 2R. Alors, le problème, c'est que si vous regardez bien cette chose-là, pour lever la constante, c'est pas si évident que ça. Le seul truc qu'il faut voir, c'est que si R égale 0, dans l'état actuel des choses, Q3R va tendre vers l'infini. Puisque vous allez vous retrouver avec un C sur R dans votre expression. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas physique. Donc vous n'avez pas le choix. Si vous voulez que ça soit physique, vous êtes obligé d'imposer à ce que C soit égal à 0. Donc du coup, au final, vous allez avoir Q3R qui est égal à moins 1,5 de Q3 petit r. Voilà. Alors, il se trouve que cette composante-là des contraintes intégrées, c'est la seule qu'on peut retrouver avec une signification physique assez facile. Alors pourquoi? Parce que si je regarde ce que c'est que Q3R, en fait, je vais redessiner ma plaque avec mon axe de symétrie. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, toutes ces composantes sont dépendantes de R. Donc là, je suis à un point R, qui est ici. Voilà, donc même de l'autre côté, hein, puisque je suis axis symétrique. Et je vais, en fait, ma plaque ne s'arrête pas là, hein, ma plaque s'arrête ici. Voilà, donc là, en fait, ici, j'ai grand R. Et je vais regarder, je vais extraire, je vais faire exactement comme quand vous faites une coupure fictive, par exemple, sur la poutre. Je vais découper uniquement la rondelle qui est là, ici, entre ce point-là et ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette rondelle pour la garder en équilibre? Eh bien, vous avez ici Q3. Alors, ce Q3, là, il est sur une surface, il est appliqué sur une surface, donc si je veux trouver l'effort correspondant, il va falloir que je multiplie par la surface. Et puis, de l'autre côté, eh bien, ici, sur tout le périmètre, alors là, je fais que 2 flèches, mais en réalité, il y en a sur tout le périmètre, hein, ben là, j'ai Q3R de R. C'est ça, en fait, Q3R. Donc, bien sûr, hein, vous imaginez qu'en réalité, ça fait tout le tour, hein, ce truc-là. Hein. Donc, ça, c'est un effort par unité de longueur. Donc, si je veux donc, calculer l'équilibre de ce petit morceau que j'ai coupé virtuellement, eh bien, je vais écrire ma somme des efforts sur ce petit morceau ici, sur la pièce, là, eh bien, ça va être égal. Alors, cette somme des efforts, elle va être égale à Q3R de R multiplié par le périmètre, c'est-à-dire 2πr, et plus Q3 qui lui est appliqué sur la surface πr carré, et ça doit être égal à 0. Alors, en fait, ce n'est pas un calcul vectoriel, hein, puisque ici, je suis que suivant l'axe 3. Ça va pour tout le monde? Donc voilà, en fait, mes efforts internes par unité de longueur, c'est Q3R, et ils vont équilibrer directement la charge Q3 qui est appliquée sur la surface πr carré. Si vous faites ça, vous allez retrouver en fait que Q3R de R, c'est égal à moins 1,5 de Q3 petit r. Donc vous retrouvez le résultat. C'est simplement pour vous montrer qu'effectivement, cette composante, en général, on peut l'obtenir de deux façons. Soit en équilibrant une pièce qu'on a découpée dans la plaque et qu'on équilibre, on l'a découpée virtuellement, et ensuite, vous pouvez aussi résoudre l'équation différentielle. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, on va déterminer, dans la question 5, l'équation différentielle en θ et alpha. Donc, on va regarder
quelque chose de très simple. Donc là, je ne vais plus vous demander les réponses parce que là, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué, c'est plus vraiment du cours. On va reprendre en fait l'équation 1 qui était là. Et on va exprimer toutes les composantes en fonction de θ et alpha. Puisque je peux exprimer MRR en fonction de cette composante, je peux exprimer M alpha alpha en fonction de cette composante. Donc du coup, je peux systématiquement donc, tout exprimer en fonction de l'équation 1. Et puis des dérivés, bien sûr, de cette équation 1. Tout ça, vous avez ça normalement... Alors, quelqu'un a vu ça dans le cours, s'il vous plaît? Comme ça, vous me le donnez directement. Je ne me souviens plus où c'est. Page 20. Page 20. Super, merci beaucoup. Donc, effectivement, si je prends la page 20, vous avez la relation 2-7 qui vous permet d'obtenir ce que je vous dis, c'est-à-dire de remplacer MRR et M alpha alpha par θ M alpha et sa dérivée. Alors, on reprend l'équation 1. On prend les équations 2-7, du coup. Merci pour le monsieur qui m'a dit diapo 1. Voilà. Et on obtient, en fait, une nouvelle équation différentielle qui ne va faire apparaître, en fait, que θ M alpha. Donc, cette équation, la voici. C'est une équation d'ordre 2. Ça, c'est le debending. R dθ M alpha sur dr moins 2 dB facteur de θ M alpha. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc, on va pouvoir, si on met le dB en fait sous le Q3R cube, on va pouvoir donc résoudre cette équation différentielle-là. Alors, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. Et de la même façon, en fait, alors ça, c'était la question 6. Donc, en général, quand on vous pose ce genre de questions, encore une fois, dans un examen, c'est qu'on vous autorise à utiliser des logiciels de calcul formels. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Vous avez aussi le droit à Maple de manière gratuite à l'INSA. Donc, si vous résolvez en fait cette équation différentielle, vous allez trouver moins Q3 R cube sur 16 dB plus une constante que j'ai nommée K2 fois R, moins une constante que j'ai nommée K1 divisé par 4 dB fois R. Voilà, donc si vous résolvez, vous allez trouver ça. Alors n'hésitez pas à refaire cet exercice et à utiliser un logiciel de calcul formel, par exemple, pour pouvoir retrouver cette réponse-là. Ou alors, vous savez peut-être parfaitement, vous maîtrisez parfaitement les équations aux dérivées partielles du second ordre, et puis vous savez résoudre ces équations-là. Celle-ci, je pense qu'elle est assez simple à résoudre, en fait. Ok, donc ça, c'était la question 6, il fallait juste résoudre cette équation différentielle. Sur la ligne, avant la question 6, oui. C'est que des dB? Oui, en fait, puisque c'est que des moments, donc il n'y a pas de DQ dedans. Ok. Si tu regardes bien la diapo 20, justement, eh bien, il n'y a que EH cube sur 12 facteur de 1 moins mu carré qui intervient. Donc, effectivement, il n'y a pas de EH sur 5 douzièmes de 1 plus mu. C'est bien que des dB, oui, tout à fait. Ok. Alors, on a deux constantes, donc il va falloir qu'on les élimine. Donc, on va éliminer ces deux constantes. Donc, la question 7, c'est naturellement déterminer K1, K2. Alors, ça se fait assez vite. La première chose qu'on peut voir, c'est que si vous avez en fait K1 qui est non nul, eh bien, en R égale 0, eh bien, vous avez en fait θ M alpha qui est égal à l'infini. Pas possible. Du moins, mathématiquement, c'est possible, mais mécaniquement, c'est pas possible. Donc, vous avez obligatoirement, en fait, K1 égale à 0. Déjà, pour commencer. Donc, il vous reste finalement que K2 à déterminer. Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer K2, à votre avis, là?
allez-y. Hein. On se place en petit r égale grand R. Oui, bien sûr. Alors, on va utiliser la condition limite où petit r égale grand R et quoi? C'est une bonne idée, mais après? Et θ m alpha égale 0. Oui, θ m alpha de grand R, justement, est égal à 0. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, on est à l'encastrement. Donc, si vous faites ça, eh bien à ce moment-là, ça va vous donner K2. Et K2, il vaut dans ce cas-là grand R carré Q3 divisé par 16 dB. La question 8 n'était pas vraiment une question, c'était simplement de donner du coup la nouvelle expression de θ m alpha en intégrant la valeur de cette constante. Donc θ m alpha du coup c'est Q3 R cube divisé par 16 dB, facteur de petit r sur grand R moins petit r cube sur grand R cube. Voilà notre valeur de θ m alpha. Une fois qu'on a la valeur de θ m alpha, eh bien, la question 9, qui vous guidait un petit peu, c'était de dire résoudre l'équation différentielle numéro 2. On va aller la chercher. On va la remettre là, ça sera plus simple. Hein. Donc l'équation différentielle numéro 2, elle était là. Hop là. Je la mets ici. Et je la colle là. Comme ça, on l'aura sous les yeux, ça sera quand même plus simple. Ok. Donc cette équation différentielle, il ne faut pas oublier qu'on a quelque chose de nouveau par rapport au début, hein, c'est qu'on a déterminé Q3R. On sait que Q3R, en fait, ça, c'est égal à moins 1,5 de petit Q3R. Le grand Q3R, c'est égal à moins 1,5 de petit Q3R. Donc, vous réécrivez ensuite le fait que Q3R, vous pouvez le déterminer en fonction de θ m alpha. Si vous regardez votre cours, Q3R, quelqu'un peut me donner le numéro de la diapo? On a ça. Q3R, en fait, est fonction de θ m alpha. Bah, en fait, si, c'est la même. C'est encore la relation, c'est toujours la diapo 20, c'est toujours la relation 2,7. Il y a aussi celle-ci, en fait. Et donc, du coup, on va obtenir maintenant cette équation différentielle qui est là, qui était la numéro 2. En remplaçant, donc Q3R passe sa valeur, en remplaçant Q3R uniquement par les composantes en θ m alpha. Alors, on ne peut pas avoir que les composantes en θ m alpha, on va aussi avoir des composantes, effectivement, en UM3, hein, en dérivée de UM3. Donc 2, ça va vous donner 1/16e de R carré Q3R, petit r, sur dB, moins Q3 facteur de R cube sur dB, plus 16, c'est là qu'intervient la dérivée d de UM3, donc qui est la flèche en fait, hein, la déformée de ma poutre, le tout fois dQ, plus 1 tiers, 1/2 de Q3 R, ça c'était notre grand Q3R, et tout ça c'est égal à 0. Donc là, vous avez juste à résoudre cette équation différentielle pour pouvoir obtenir UM3. On résout. Donc là, ça va. Celle-là, vous avez juste à l'intégrer en fait. Et vous allez obtenir que UM3 de R, c'est égal à une constante, plus l'intégrale de cette fonction. Donc j'ai remis un petit peu différemment, voilà, je l'ai remis comme ça, moins 2 facteurs de dQ grand R carré plus 8 dB divisé fois Q3 R carré, et le tout là, tout ça, je le divise par 64 dB dQ. Donc voilà un résultat intermédiaire.
La question 10 guidait un petit peu le lecteur et on demandait de déterminer C. Et je pense que vous en seriez douté. En utilisant le fait que UM3 de grand R est égal à 0 encore une fois. Si vous faites ça, vous allez trouver que C, dans ce cas-là, c'est DQ R4 plus 16 dB R carré, le tout divisé par 64 dB DQ fois Q3. Voilà la constante C. Alors, du coup, ça vous donne UM3 et c'est terminé. Ça vous donne directement UM3. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous donner, alors si je peux vous le donner comme ça, vous pourrez vérifier si vos calculs sont justes. Je vous le donne complètement en intégrant la constante. Ça fait dQ R carré moins dQ petit r carré. C'est M3 de R, hein, si vous êtes perdu. Plus 16 fois dB. Facteur de grand R plus petit r, facteur de grand R moins petit r. En fait, ça, c'est tout simplement R carré. Grand R carré moins grand R carré. Petit r carré, pardon. Et le tout divisé par 64 dB dQ. Voilà, ça c'est l'expression de mon déplacement. Alors si vous voulez effectivement ensuite tracer une courbe, vous ne pouvez pas garder dB et dQ, il faut calculer en fait dB et dQ. Et donc vous les remplacez par leur expression en fonction de l'épaisseur. Et à ce moment-là, vous allez trouver que UM3, c'est égal à un truc horrible. Alors, il faut se méfier du signe moins, là, ça ne veut pas dire que le tout va être négatif, hein, pas du tout. 3 facteur de 5 facteur de mu moins 1, facteur de grand R carré moins R carré, ça, voilà, je l'ai remis comme il faut, moins 16H carré, facteur de grand R carré moins petit r carré, facteur de 1 plus le coefficient de Poisson fois Q3, et le tout divisé par 80 EH3. Et voilà, on vient de faire un exercice des plus simples avec les plaques. Et c'est pour ça que quand je vous disais, c'est pas facile en fait de faire des exercices sur les plaques, surtout quand c'est pas des plaques donc axisymétriques. Ça devient très très lourd au niveau des calculs analytiques. Moi, typiquement, quand je fais ce type d'exercice, j'utilise Maple et je fais tous les calculs de manière formelle, de façon à vérifier que mes calculs à la main sont justes. Et puis si j'ai pas le temps, j'utilise carrément que Maple sans faire les calculs à la main. L'autre avantage de Maple ou de MATLAB, c'est qu'il va pouvoir vous faire le tracé direct et donc votre déformé, en fait, ici. Si je prends par exemple un rayon de 100, je vais vous donner quand même les valeurs numériques parce que si vous voulez retracer cette chose-là, U3 en millimètres, là au maximum vous allez être à peu près à 0,9 en termes de flèches et votre déformé va ressembler à ça. Donc un maxi sur le centre et vous allez venir tangenter à 0 sur l'encastrement. Voilà, ça c'est votre déformé. Donc là, vous êtes tangent à 0 puisque vous êtes encastré ici. Voilà, et votre flèche maxi, c'est environ 0,9 mm. Donc avec le chargement que je vais vous donner maintenant, ça c'était les valeurs numériques que j'ai utilisées pour pouvoir faire ça. Donc j'ai pris, comme vous le voyez là, un rayon de 100 mm, grand R c'est 100 mm. Et l'épaisseur, j'ai pris 1 mm. Q3 fait 0,01 mégapascal. C'est de l'acier. Je suis à 200 000 MPa pour le module de Young et j'ai pris un coefficient de Poisson qui valait 0,3. Voilà. Donc ça, c'est une résolution complète. Alors vous voyez, dans la résolution complète, je n'ai pas obtenu que U3. J'ai
aussi obtenu donc θ m alpha, pardon, et ce θ m alpha, lui aussi, je pourrais le tracer en fonction de R, et donc lui va m'indiquer à tout moment donc la rotation de ma section de droite. Ici, bien sûr, je vais trouver que θ m alpha est égal à 0, et là-haut, effectivement, bah, si vous n'êtes pas trompé, vous allez devoir trouver aussi que θ m alpha de grand R va être égal à 0. Ça, c'est à cause de l'axisymétrie. Donc, j'ai obligatoirement 0 pour l'angle ici. C'est pas possible que j'ai une autre valeur pour la rotation de la section. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains détails? Moi, j'avais une question sur la question 5, je crois. Je reviens à la question 5. Oui. Ouais, c'est ça. La détermination de l'équation différentielle avec les deux équations. C'était quoi les deux équations qu'on a utilisées? Alors, on a utilisé l'équation 1. Alors, tu veux que je la remette? Attends, bouge pas. Oui, c'est où? Ouais. Oui, on va même la prendre là. Hop, là, elle est là. C'est celle-là. J'ai utilisé celle-là. J'aurais dû faire comme j'ai fait pour l'autre. J'aurais dû la recopier à côté. Ok, oui, sur la 2.7, on a utilisé les expressions de MRR et M alpha, c'est ça? Voilà, ça c'était un que j'ai remis là. Et l'autre, effectivement, c'est ça. On a utilisé MRR et M alpha alpha en fonction de la dérivée de θ M alpha et de θ M alpha. C'est-à-dire, c'est bien la diapo 20. Ok, mais du coup, j'arrive pas à voir où on retrouve le Q3R dans l'expression générale qu'on a, dans l'équation. Alors, dans l'expression générale, il doit venir du Q3R qui est là. Là. Pardon. Là. Dans l'équation 1, on avait grand Q3R qu'on a remplacé par ça. Donc, c'est de là qui vient. Ok. Ça va? Ok, non, mais c'est juste que j'avais pas vu. Enfin, non, justement, le grand Q3R, je n'arrive pas à voir où on le retrouve dans l'équation différentielle. C'était dans ce sens-là ma question. Ah ben, on le retrouve parce qu'on est parti de l'équation 1 qui l'intègre en fait. Hein. Il intègre ce Q3R dedans. L'équation d'équilibre. En fait, c'est exactement comme avec les poutres. Je ne sais pas si tu te souviens avec les poutres. L'équation d'équilibre en moment, dedans, il y a l'effort tranchant. Tu as par exemple d de M3 sur ds plus T2 égale 0. Donc là, c'est exactement pareil en fait. Hein. Tu as l'équation d'équilibre en moment qui intègre en fait l'effort tranchant. Enfin, on peut appeler. C'est difficile d'appeler ça un effort tranchant. C'est un effort tranchant par unité de longueur Q3R. Mais du coup, dans l'équation différentielle qu'on trouve en θ M alpha, j'arrive pas à voir à quoi correspond le Q3R. Enfin, le Q3R. Le quel petit membre correspond? Q3R cube, bah, il correspond. Ok, qu'on a intégré. Bah oui, il correspond au Q3R là qu'on a là. Ok. Bah, je referai les calculs, mais ok. Je referai les calculs. D'accord. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai dû tout multiplier par R carré, un truc comme ça pour. C'est possible, hein. Ça doit être je me souviens plus ce que j'ai fait exactement, mais j'ai dû tout multiplier par R carré à un moment donné. Bon, ok. si tu refais les calculs et que tu ne trouves pas ça, tu m'écris bien sûr. Hein. Pas de problème. Alors, je vais quand même vérifier que ce que j'ai écrit n'est pas faux. Parce que j'ai pu aussi me tromper. Non, mais c'est logique parce qu'on multiplie par. On trouve un 2R carré, donc vous avez dû multiplier par 2R carré quelque part. Tout multiplié par 2R carré. C'est exactement ça. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est bon, maintenant je le retrouve. Ok, c'est bon, c'était juste par rapport à ça. En fait, c'est que le Q3R cube, j'avais pas compris que ça venait du grand Q3R en multipliant par. Bah écoute, c'était une bonne remarque. Hein. Et effectivement, c'est quand même pas facile de suivre quand après on enlève les équations qu'on les a plus sous les yeux, là, tu vois. C'est pour ça que j'aurais dû la recopier, là, celle-là, que je viens de recopier. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Dites-moi, n'hésitez pas. Hein. C'est pas très compliqué, mais c'est pas si simple que ça. Il faut au moins le faire plusieurs fois. Donc là, vous allez le faire une fois en cours, vous l'avez vu une fois en cours, vous allez le voir aussi en TD. Alors en TD, en fait, avec la plaque appuyée c'est encore plus simple.
Donc, par contre, ici, donc, ce que je voudrais vous présenter maintenant, alors sauf si vous avez encore des questions, hein, n'hésitez pas, vous m'interrompez, je voudrais vous présenter le même problème, mais cette fois-ci en plaque mince. Donc ça, on ne l'avait pas demandé, bien sûr, hein, dans l'examen, c'était quand même assez long comme ça. Donc, on peut faire même problème, mais plaque mince, donc plaque mince de Love-Kirchhoff. Alors, en plaque mince, c'est quand même super sympa parce qu'on n'a strictement rien à faire. Alors, dites-moi pourquoi. Alors, je ne sais plus qui est-ce que... Est-ce que j'ai déjà interrogé Iba? Non, il ne me semble pas. Non. Tu veux bien nous répondre alors, Iba, s'il te plaît? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question. Pourquoi est-ce que c'est très très simple de résoudre le problème en plaque mince? Et si c'est très simple, ça veut dire que j'ai déjà la solution, donc que toi aussi tu l'as déjà. Parce qu'on prend plus en compte l'épaisseur? Oui, mais encore. En fait, ça devient une question de cours, tellement c'est facile. Je sais pas trop. Est-ce que quelqu'un peut aider Iba, là, s'il vous plaît? Parce qu'elle n'a pas dû regarder son cours et du coup, elle ne sait pas où chercher. Basile, hein, tu peux aider Iba? Non, enfin, je sais pas non plus, moi. Je Allez, regarde dans le cours, mais... allez-y, hein. C'est parti. Enzo, est-ce que tu peux donner un coup de main? En train de regarder aussi. Allez, dès qu'il y en a un ou une qui trouve, là, c'est parti. Est-ce que c'est pas dû au fait que le cisaillement transversal il soit négligé? Et du coup, la dérivée du déplacement, c'est juste... Ah bah si, bien sûr, c'est bien de ça Dans la qu'on est rotation. parti, ouais, tout à fait, là tu as raison, hein. Mais sauf que on a mené le raisonnement tellement jusqu'au bout que on a été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a même intégré les équations différentielles. Tout ce que vous avez dit pour l'instant, c'est tout juste, hein, il n'y a pas de souci. Du coup, l'expression de UM3, c'est Q3R puissance 4. Ok, attends, je note ça, hein. T'as trouvé ça où? La partie 3, c'est la diapo 21. Merci. Donc ça, c'est la démonstration effectivement qu'on a faite. Et il se trouve que cette équation-là, différentielle qu'on a trouvée, dans ce cas bien précis, c'est-à-dire un chargement, une plaque circulaire avec un chargement donc réparti en pression, eh bien on a trouvé que le résultat, il était analytiquement, on peut le trouver très facilement, c'est Q3R4 sur 64D. Le D, hein, c'est DB, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. Puisqu'on n'a plus de DQ en fait, hein, ensuite il y a une constante C1 fois R carré. Tu me confirmes, hein? C'est ce que tu as sous les yeux? Oui. Ok. Plus C2 fois R carré logarithme népérien de R. Oui. Plus C3 logarithme népérien de R. Plus une autre constante C4. Donc on a 4 constantes en fait. Mais on a déjà la solution. Donc du coup, il suffit de chercher les constantes. Voilà. Donc c'est très très simple. Merci beaucoup à tous. Et donc je vous montre maintenant comment on détermine ça. Donc ça va très vite, hein. Premièrement, la plaque n'est pas trouée. Alors vous allez me dire, oui. Mais encore. Alors si elle n'est pas trouée, ça veut dire que je peux avoir petit r égale 0. Si petit r égale 0, logarithme népérien de r va tendre vers l'infini. Enfin, si r tend vers 0, logarithme népérien de r va tendre vers moins l'infini. Vers moins l'infini. Donc du coup, si j'ai ça, ça veut dire que toute la partie de l'expression qui est en log, eh bien, les constantes devant doivent être nulles. Donc ça va m'imposer que C2 égale C3 égale 0.
Alors, quand est-ce qu'on a des constantes ici qui sont non nulles? Dès que vous avez des plaques trouées. Donc, vous voulez calculer, par exemple, un miroir parabolique de télescope, forcément, il y a un trou au milieu pour pouvoir faire passer le faisceau. Donc là, c'est une plaque trouée, et à ce moment-là, c'est comme ça qu'il faut faire le calcul. Mais par contre, ici, dans mon cas, j'ai R égale 0, je ne peux pas avoir quelque chose de négatif à moins l'infini, c'est pas possible. Donc C2 et C3 est forcément nul. Donc ça m'a permis déjà de trouver les deux. Alors les conditions limites, c'est les mêmes que tout à l'heure, bien sûr. Hein. Donc ça veut dire que UM3 de grand R est égal à 0. Et on va aussi avoir θ de M alpha de grand R qui est égal à 0, comme tout à l'heure, avec la petite différence, c'est que ça, en fait, c'est moins la dérivée de UM3 par rapport à dr, que je vais calculer en grand R. Et ça va être égal à 0. Donc ça, c'est la théorie de Love-Kirchhoff, hein, qui va me permettre d'obtenir ce résultat-là, parce que j'ai négligé le cisaillement transversal. Donc j'ai directement ma dérivée par rapport à R de UM3 qui est égale à signe près à θ M alpha. Donc ça, c'est tout ça, c'est les conditions limites, c'est l'encastrement hein, que j'ai, encastrement en petit r égale grand R. Bon, une fois que j'ai ça, ça va très vite. Hein. Donc j'écris que mes conditions limites UM3 de R égale à 0, ça va me donner que UM3 de grand R, ça va être égal, avec l'expression que j'ai juste au-dessus, hein, Q3 grand R4 sur 64 dB, plus C1 grand R cube, plus C4, et ça doit être égal à 0. Ça, c'est ce que je vais appeler mon équation 1 ici. Ok, ensuite, si je dérive D2UM3 par rapport à R et que je le calcule en grand R, ça c'est égal à 0. Alors on y va, on dérive D2UM3. À chaque fois, je pourrais mettre des dérivées droites, hein, puisque j'ai qu'une variable. Je n'ai pas de dérivée partielle. Monsieur? Oui. Pourquoi c'est C1 grand R au cube et pas grand R au carré? Alors, je regarde ça. C'est C1 fois grand R au cube. Ouais. Et c'est parce que cette expression-là, je te remercie de ta remarque, elle est fausse. D'accord. Je me suis trompé. C'est un grand R cube là. Le R carré, il est que là. Là et là. Monsieur? Oui. Ça veut dire que dans le cours, c'est un C1 R cube? Alors, ouais, je crois bien qu'il y a une boulette dans le cours là. Effectivement. C'est bizarre ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah ouais, ça c'est bizarre. Ou alors, non, ça m'étonne qu'il y ait une boulette dans le cours quand même. C'est l'inverse. Je pense qu'il n'y a pas de boulette dans le cours et que j'ai foiré ma correction. J'aurais tendance à plutôt faire confiance au cours. Donc on va faire confiance au cours. Allez, hop. Du coup, ça va être un peu tout fou là. Non, mais pour l'instant c'est tout juste, il n'y a pas de problème. Allez, donc on y va. Vous me donnez la dérivée d du VM3, s'il vous plaît. Je vous donne déjà le premier terme. Allez, 4 sur 64, ça devrait aller. Hein. Monsieur? Oui. Dans le cours, c'est bien la bonne expression, je pense, puisque dans le TP, c'était la même aussi. Ouais, non, mais tu as raison. C'est le cours qui est juste, c'est ma correction qui est fausse. Donc, il faut que je la corrige à la volée. Alors, donc, ça fait 4 sur 64 dB. Alors, ça, c'est bon, Q3 R cube. Voilà. Et donc, là où j'ai faux, c'est que là, c'est, en fait, c'est 2 C1 R égale à 0. Et ça, c'est mon expression 2. Voilà. Donc, moi, j'avais un 3 C1 R al carré qui est tout faux. Donc, du coup, vous me donnez C1 maintenant? Allez, je vous fais confiance. Parce que moi, en live, comme ça, je ne vais pas le faire comme il faut. Ça donne quoi, C1? C1, c'est moins 1 sur 32e, moins 1 sur 32 fois Q3 R carré sur dB. Q3 R carré sur dB. Ok, ça marche. Donc, voici C1. Merci. Et ensuite,
on remplace en fait C1 à l'intérieur de 1, de l'équation 1. Et ça va donner, je vous écoute. On peut remplacer directement à l'intérieur de 1, ouais. Et puis comme ça permet de trouver C4. Alors on y va. Q3 R4 sur 64 dB plus moins pardon Q3 sur 32 dB R carré toc plus C4 égale 0. Tout le monde est d'accord avec ça? Il manque le petit R carré, non? Facteur de C1. Non, parce que le petit R carré, non. C'est C1 facteur de petit R carré, non? Ah oui, pardon, tu as raison. Donc ici, j'ai un petit R4. Un grand R4, pardon. Et sinon, c'est pas homogène. Donc. Oui, sinon, c'est pas homogène. Voilà, j'ai un grand R4. Ok, donc ça me fait C4 égale. Je vous écoute. Ça devrait faire ça, non? Vous êtes d'accord? Moins 1, pof, je le passe de l'autre côté, c'est fini. Ça fait 1, moins 2, moins 1, passe de l'autre côté, Q3 R4 sur 64 dB. Vous confirmez? Oui. Oui. Ok, merci beaucoup. Et donc, du coup, maintenant, je peux avoir mon expression complète. J'ai juste à reprendre donc, mon expression qui est là-haut. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, hop là. Voilà. Donc, j'avais dit tout à l'heure que ça valait 0. Parce que C2 vaut 0. Ça vaut 0 parce que C3 vaut 0. Et donc, du coup, j'ai UM3 de R, petit r, qui est égal à... donc, il faudrait qu'on mette tout sur 64. Donc, ça fait Q3 R4 sur 64 dB. Voilà. Ensuite, j'ai mon moins C1. Donc, moins 2Q3 grand R carré, petit R carré sur 64 dB. Ok. Et ensuite, je rajoute mon C4 plus Q3 grand R4 sur 64 dB. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, on ne les met pas comme ça, en fait, les résultats en général. Donc, on va factoriser par, là, on peut factoriser par Q3 64 dB pour tout le monde. Et on met, en fait, un grand R4 en facteur. Du coup, si on fait ça, il va nous rester petit R4 sur grand R4, donc quelque chose d'adimensionnel, en fait, c'est ça l'intérêt. Plus, non, moins 2 fois petit R carré sur grand R carré. Vous me dites si je me trompe. Et plus 1. Est-ce que ça vous paraît correct? Monsieur, Ouais. est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez trouvé la constante C2, s'il vous plaît? La constante C2, je ne l'ai pas trouvée. La constante C2, c'est que je ne peux pas avoir un déplacement infini en R égale 0. Mais en R égale 0, R carré, ln de R, ça tend vers 0, non? Oui, c'est pas faux ça. J'avais déjà vu ce truc-là. Et effectivement, ça veut dire que je peux prendre ce que je veux pour C2. Mais c'est l'autre terme en fait qui tend toujours vers 0. Comment En fait, ça, c'est parce que la dérivée de... Enfin, si on exprime θ, c'est la dérivée de U. Et θ, il doit être continu aussi. Ouais, en fait, en réalité, vous avez raison, on ne le trouve pas directement comme ça. Il faut regarder la dérivée de cette expression-là. Et c'est avec la dérivée qui donne donc θ, tu as tout à fait raison, qui doit permettre de trouver qu'en fait, il faut que C2 soit nul. Ça fait quoi quand vous dérivez R carré ln de R? Vous avez la réponse?
Ça doit faire 2R, ln de R plus R. La dérivée. Attends, je te dis ça. Enfin, dérivée par rapport à R, c'est ça? Oui, oui, dérivé par rapport à R, ouais. Donc R carré, ln de R, ouais. Donc tu m'as dit quoi? Redis-moi, s'il te plaît. 2R, ln de R plus R. Ouais, d'accord. Donc la... Oups, pardon. Donc la dérivée de R carré ln de R sur dr, c'est égal à 2R ln de R plus R. Ok. Et donc là, cette fois-ci, ben, c'est effectivement l'angle qui ne va pas pouvoir être nul. Donc tout ça, ça va être multiplié par C2 quand je vais avoir à utiliser θ. Et ce θ là veut pas être infini quand R égale à 0. Et R ln de R, quand R tend vers 0, ça doit tendre vers l'infini. Non, ça tend vers 0, non. C'est le R qui l'emporte. Pas bien sûr. Quand R tend vers 0, R ln de R tend vers quoi? Dites-moi voir. 0 parce que par croissance comparée, on a R qui est au-dessus de ln de R. On a R qui est au-dessus de ln de R, c'est pas faux. Donc ça ne résout pas mon problème. Ça ne me dit pas comment trouver ces deux en fait. J'ai été un peu vite avec mon C2 égale à 0 là, effectivement. Alors je sais qu'il est nul effectivement, mais par contre, parce qu'il peut pas être, il peut pas y avoir de log en fait dans cette partie-là. Il y a des logs uniquement quand vous avez des plaques trouées, mais quand vous êtes plaques et elles ne sont pas trouées, il n'y a pas de log. Ça c'est à revoir ça. Ok, je vous ferai un petit retour par mail une fois que j'aurai démontré ça comme il faut et que j'aurai corrigé mon autre erreur. Ben, merci de me l'avoir signalé. Je vous donnerai la réponse par mail puisque je ne vous ai plus en cours la prochaine fois. Voilà. Si quelqu'un trouve d'ici là, n'hésitez pas, vous m'écrivez, il n'y a pas de problème. Mais cette réponse-là me paraît correcte, à vérifier avec ce qu'on trouve dans la littérature. Déjà, il y a quelque chose qu'on peut vérifier. Est-ce que quand petit r égale grand R, on va trouver quoi là? On doit trouver 0 normalement. Donc ça fait 1 plus 1 moins 2, ça fait 0. Et quand la dérivée en fait de cette expression-là en R égale grand R, c'est pareil, elle doit être nulle. Donc ça fait 4 moins 4 égale 0, donc elle est aussi vérifiée. Donc cette expression vérifie toutes les conditions limites. Bon. Je pense que si on voulait vérifier les conditions limites, on ne pourrait pas avoir de C2 non nul. Mais c'est à revoir, donc je reverrai ça et je vous enverrai la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? C'est Mehdi qui avait fait la remarque là? Qui est-ce qui avait fait la remarque? Monsieur, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas dériver encore une fois l'expression? Pourquoi tu veux la dériver encore une fois? Parce que si tu la dérives une fois, tu obtiens donc l'angle. Mais après, si tu la dérives encore une fois, bah, tu obtiens la courbure. Mais je vois pas ce que ça t'apporte en fait. Mais dis-moi, c'est quoi ton idée? Non, non, bah en fait, je voyais pas le lien, mais je me disais si on dérive encore une fois, il y allait avoir du ln de R, et du coup, là, ça partirait vers l'infini. Ouais, mais malheureusement, on n'a pas de condition limite physique qui correspond à ça. Ok. Non, il faut que je trouve une autre réponse. Parce qu'effectivement, là, pour l'instant, j'ai pas de réponse satisfaisante. Ok, bah on va arrêter là. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouverai en TP si vous avez encore à passer en TP et je vous retrouverai également en TD pour ceux qui m'ont en TD. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.